Alors déjà bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo avec un thème assez particulier qui m'a été proposé par mon ami Alban, les crypto-monnaies. Alors si vous êtes là et que vous savez pas ce que c'est la crypto-monnaie, la blockchain, un système peer-to-peer et plein d'autres termes qui y ressemblent, j'espère que vous allez comprendre, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Déjà pour commencer, faut savoir que je n'y connaissais absolument rien à la crypto-monnaie, vraiment rien du tout. Et donc j'ai dû tout apprendre en 2-3 jours à peu près de documentation. J'ai trouvé ça hyper intéressant, donc du coup bah c'est parfait, ça m'intéresse, donc je pense que ça devrait vous intéresser aussi. Alors déjà pour commencer, c'est quoi une crypto-monnaie? C'est une monnaie qui est dite cryptographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est complètement virtuelle, sans aucun support physique comme les billets, pièces, cartes par exemple, qui utilise un système peer-to-peer. Pair à pair en français, on va utiliser ce terme-là, ça va être plus simple. C'est un concept informatique qui veut dire que les échanges et les transactions se font entre deux personnes connectées au système, deux ordinateurs, et qui ne sont pas obligés de passer par un serveur central. Du coup, pourquoi on utilise un système pair à pair pour les crypto-monnaies? Simplement parce que la blockchain, le réseau sur lequel marchent les crypto-monnaies, utilise ce système de pair à pair. Les transactions sont donc partagées, diffusées et vérifiées grâce à un protocole mais sans serveur central. Donc du coup, on va dire à peu près 2-3 infos sur les crypto-monnaies. Le terme crypto vient de l'ancien grec kryptos, qui veut dire caché. Alors là, je vais définir ce que c'est un mineur de crypto-monnaie. Ça sera expliqué un petit peu plus tard à quoi ça sert, pourquoi il y en a, etc. Pas mal de termes vont être expliqués aussi plus tard au cours de la vidéo, donc c'est normal si vous comprenez pas grand chose maintenant. Donc un mineur de crypto-monnaie, ça veut dire quoi? Déjà, le minage désigne la validation d'une transaction réalisée en devise virtuelle en encryptant les données et l'enregistrement de celles-ci dans la blockchain. J'ai été obligé de lire parce que c'était assez long. En gros, un mineur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise un PC pour vérifier un ensemble de transactions. Chaque fois qu'un ensemble de transactions est validé, ça constitue un bloc. Et si ce bloc respecte les conditions et les règles d'une chaîne de blocs d'une crypto-monnaie en particulier, alors le mineur est rémunéré. Le minage est une activité assez critiquée parce qu'elle est assez énergivore et on en parlera plus tard. La Banque de France refuse totalement le terme crypto-monnaie car elle considère qu'elle ne remplit pas toutes les fonctions d'une monnaie. Le concept de crypto-monnaie existait déjà bien avant la création du Bitcoin. L'entreprise DigiCash, fondée en 1989 par David Chaum, créa la toute première monnaie virtuelle au monde. Elle a créé un protocole de paiement anonyme basé sur la cryptographie. Malgré son idée innovante, DigiCash a été forcé de déclarer faillite en 1998. En 1998, Nick Szabo créait le BitGold qui demandait aux utilisateurs de compléter une fonction de preuve de travail dont les solutions étaient chiffrées. La preuve de travail, c'est ce qui désigne en informatique une mesure sécuritaire permettant de dissuader des attaques DDoS sur un réseau informatique. En 2009, le Bitcoin est créé par un développeur sous le pseudo de Satoshi Nakamoto, utilisant l'algorithme SHA-256 comme preuve de travail, qui est la preuve de travail la plus utilisée. Du coup, après ça, plein d'autres monnaies ont été créées, comme le Litecoin, Peercoin, Namecoin, plein de noms en coin quoi. Chacune utilisant une preuve de travail différente et innovante. C'est principalement ça qui va différencier les crypto-monnaies qui marchent et celles qui restent dans l'ombre, c'est l'innovation. C'est par ces différentes innovations qu'on peut différencier trois grands groupes de crypto-monnaies. La première génération implantée avec le Bitcoin, qui est né en 2009, qui est la génération la plus solidement implantée, mais pour beaucoup, les serveurs sont assez lents et la taille de bloc est assez faible. Vous savez les blocs que je parlais au début, quand j'ai défini ce que c'était un mineur de crypto-monnaie? Bah voilà, c'est pas assez intéressant parce qu'ils peuvent pas miner assez de blocs. La deuxième génération de crypto-monnaie est apparue en 2011 avec des petites améliorations, quelques nouvelles fonctionnalités. Et cette deuxième génération est menée par l'Ethereum, j'espère que je le dis bien. En gros, c'est un dérivé du code source du Bitcoin. Ça utilise des contrats intelligents. En gros, c'est un protocole informatique qui facilite, exécute et vérifie la négociation d'un contrat. En gros, un contrat, c'est des transactions. La troisième génération prend place à partir de 2017, où nous pouvons retrouver plein de nouvelles crypto-monnaies telles que Fosio ou encore Cardano, qui sont toutes des dérivés de l'Ethereum. Malgré ces trois générations de crypto-monnaies, le Bitcoin reste le plus utilisé, et reste à la première place de capitalisation de crypto-devises. Concernant le Bitcoin, son cours en bourse n'est absolument pas corrélé par l'économie mondiale, comme l'euro, le dollar, les yens, etc. Mais obéit à l'offre et à la demande. Plus il y aura d'acheteurs, plus le Bitcoin coûtera cher. C'est ce qu'on appelle l'effet momentum. Et la plupart des autres monnaies virtuelles sont-elles corrélées au cours du Bitcoin. Logique. Du coup, pour revenir à l'offre et à la demande, comment la valeur d'une crypto-monnaie est-elle définie? Pour commencer, le premier facteur hyper important qui définit la valeur d'une crypto-monnaie, c'est la confiance que les gens apportent à celle-ci. Plus les développeurs semblent sérieux et plus la crypto semble claire, plus les gens vont s'y intéresser, plus ils vont investir dedans. C'est logique. L'exemple le plus simple, c'est le Bitcoin. Les gens maintenant s'y intéressent beaucoup plus parce qu'ils savent que s'ils investissent, ils investissent pas dans n'importe quoi. Deuxième facteur, et c'est bien évidemment la popularité. Comme je l'ai dit avec le Bitcoin juste avant, il est devenu hyper populaire, donc les gens investissent de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que Facebook vient d'annoncer le lancement de Libra en 2020, leur propre crypto-monnaie, qui compte bien évidemment sur ses 2,5 milliards d'utilisateurs.
GG Zuckerberg. Et pour assurer encore plus les futurs utilisateurs de Libra, Facebook a créé Calibra, un porte-monnaie électronique pour sécuriser cette nouvelle monnaie. Gros GG. Zuckerberg. Pour revenir à la valeur de la crypto, il reste un dernier élément qui rentre en compte de la rareté de la crypto. Le facteur ne concerne pas toutes les monnaies virtuelles, mais c'est le cas pour Ripple et surtout le Bitcoin, pour lequel un nombre limite de tokens sera mis en circulation. Alors un token, c'est un jeton notification pour les contrats intelligents. En gros, ça veut dire les tokens c'est échangeable sur la blockchain. Ainsi, le Bitcoin ne dépassera pas les 21 millions de tokens, même si la majorité ont déjà été minés. On va voir explication au début de la vidéo pour savoir ce que c'est miné. On n'est pas dans Minecraft, hein. Selon un algorithme, ce chiffre sera atteint en 2140, car le minage de Bitcoin est de plus en plus long et donc de plus en plus onéreux. Le cours du Bitcoin ressemble donc à l'or ou aux pierres précieuses. Le prix va augmenter car il y en aura de moins en moins. Tout à l'heure on parlait de confiance auprès des personnes envers une crypto-monnaie. On avait dit que plus les gens trouvent ça sécurisé, plus les gens vont investir. Certains en ont donc profité pour créer des portefeuilles électroniques. C'est un matériel, que ce soit hardware ou software, physique ou virtuel en gros, qui sert à sécuriser votre crypto-monnaie. Quelques entreprises comme Ledger par exemple, une entreprise française, c'est pour ça que je vais parler d'elle, créent l'innovation en créant des portefeuilles électroniques qui ressemblent clairement à des clés USB et qui sont des clés USB en soi, qui coûtent vraiment très peu cher et qui sont encore plus sécurisés car on est obligé de le connecter à un ordinateur pour transférer des bitcoins par exemple. Donc du coup, après avoir parlé de l'histoire de la crypto-monnaie et d'avoir expliqué plein de mots compliqués surtout, à quoi ça sert réellement, me poserez-vous comme question? Et bah du coup c'est comme n'importe quelle monnaie. Ça sert donc à investir, à acheter des biens ou des choses comme ça, n'étant pas sous la surveillance d'un système central, comme j'avais dit au début, une banque, pour parler d'argent. C'est donc pour ça que les crypto-monnaies ont pendant longtemps servi à des transactions illégales, comme du trafic de drogue ou des achats sur le dark web. Mais de plus en plus, la crypto veut se défaire de cette réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. Les monnaies virtuelles sont déjà de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Il est par exemple possible d'acheter avec des bitcoins du matériel informatique, mais aussi de la bouffe, des bijoux, etc. Overstock, un site marchand, accepte désormais le paiement en bitcoins, tout comme Shopify. Les crypto-monnaies servent aussi à financer des crowdfunding, des financements participatifs, qui se nomment Crypto Equity, avec un accent anglais. Machallah. Le principe est donc de financer des petites startups via des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies paraissent donc un moyen efficace d'utiliser une monnaie sans dépendre d'une banque, mais qui peut tout de même s'effondrer si la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi voit son cours baisser. Je vous ai donc posé la question sur Instagram. Alors ma question c'était, est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies pourront, d'ici quelques années, remplacer un service comme PayPal? Vous avez été 65% de personnes à dire que oui, 35% des personnes à avoir dire non. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'y connaissais absolument rien à la crypto-monnaie. Et avec tout ce que j'ai appris, je pense que non. La monnaie a encore du temps avant de remplacer les monnaies actuelles. Déjà d'une, parce que c'est beaucoup trop risqué, ça implémente beaucoup de risques, le fait d'investir dans quelque chose qui, du jour au lendemain, peut se casser la gueule. De deux, comme on l'a dit avant, c'est hyper énergivore. Je voulais vraiment finir la vidéo sur ça, parce que dans mes recherches, j'ai vu ça dans quelques articles, le fait que ça consommait énormément d'énergie, mais aux infos ou dans les gros médias, on n'en entend absolument pas parler, alors que ça consomme énormément pour ce que c'est. Donc du coup, d'où vient cette énergie consommée? Ça vient surtout des mineurs, donc je vous l'avais expliqué au tout début. Les mineurs sont obligés d'utiliser des PC, donc assez puissants quand même, qui sont branchés tout le temps, et donc du coup qui consomment énormément. Selon le site DigiCommunist, la conso électrique de l'ensemble des crypto-monnaies serait de 142 TWh par an. Ça veut rien dire, clairement. Donc pour traduire, on peut dire que ça représente 2 ans d'énergie produite par 6 réacteurs nucléaires. Donc je pense qu'on va continuer à utiliser des billets et des cartes bancaires pendant pas mal de temps, et c'est pas plus mal, hein. En tout cas, n'oubliez pas que ça reste assez risqué, car c'est une monnaie qui peut vite se casser la gueule, donc si vous souhaitez investir, soyez vigilants. Pas foutre des milliers d'euros pour au final se retrouver avec rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à la partager, etc. Et à nous follow, ça c'est surtout hyper important. Merci beaucoup ceux qui le font. Et donc voilà, une prochaine, c'est Thibaut et Jus. Salut. Au revoir.